Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Il me quitte et je n'ai rien vu venir, ou elle me quitte et je n'ai rien vu venir. On va parler des ruptures soudaines, inattendues. Et quand ça nous tombe dessus, effectivement, il faut pouvoir encaisser le coup, c'est terrible. D'abord encaisser le coup, effectivement, et puis vivre, survivre, revivre. Ouais. C'est quelque chose qui prend du temps. Et souvent, voilà, on a envie de rebondir, ou on a envie, de se refermer complètement sur soi, etc. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas évidemment de remède miracle. On ne va pas pouvoir donner ici, en 10-12 minutes, là, un remède miracle. Mais il y a quand même des pistes et des choses qu'on peut faire pour, j'ai envie de dire, s'aider à souffrir moins. Pas pour pas souffrir. Parce que, malheureusement, ça, c'est un peu la première chose, c'est de se dire, c'est pas possible de pas souffrir. Ou alors, je n'étais pas du tout investie dans la relation, voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est presque moi qui ai provoqué la rupture. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas... Ici, on parle évidemment de situations où la personne, elle a la douche glaciale ou le tsunami, quoi. J'ai pas senti le truc venir du tout. Et il va falloir laisser du temps à ce tsunami, parce qu'il va pas falloir se dire en une semaine il va falloir que je sois sur pied. C'est ça. Ça peut prendre une semaine, mais ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et l'image du tsunami effectivement colle bien, parce que quand il y a un tsunami, c'est pas un mois, 2 mois après que tout est reconstruit. Il va falloir d'abord déblayer les décombres, et puis on va pouvoir reconstruire. Et donc je pense que la première chose, ça va être de pouvoir vraiment laisser cette tristesse, parce qu'en général c'est la tristesse, sortir. Ou cette colère, parce que ça peut être de la colère aussi, parce que si j'ai rien vu venir, il m'a peut-être encore dit je t'aime il y a 3 jours. Moi j'ai déjà entendu plusieurs fois des patients qui me disent je comprends pas, il y a 1 semaine encore, il m'a amené des fleurs. Et donc, pour moi ça voulait dire qu'il m'aimait, etc. Et puis voilà, et aujourd'hui il me dit qu'il y a quelqu'un d'autre, ou il y a personne d'autre, mais il part, ou elle part, ça peut. Mais du coup c'est vrai que je pense que la première chose, ça va être de prendre le temps et de laisser les larmes, la tristesse, la colère, les émotions qui sont là sortir. Pour les sortir, un moyen intéressant, c'est d'écrire. Et moi, souvent, je conseille d'écrire à la personne qui est partie et de s'adresser à cette personne en disant à la fois tu me manques, je suis triste, à la fois espèce de salope ou de salaud, comment t'as pu me faire ça, c'est vraiment, t'étais hypocrite jusqu'à la fin, et pouvoir sortir ça. Et donc, d'une manière mélangée, parce que dans une même lettre qu'on écrira à la personne, on peut passer tout à fait de la colère à la tristesse, quoi. Donc, et important, c'est une lettre qui ne sera pas envoyée, qui ne sera pas lue. Donc, effectivement, c'est un moyen d'évacuer. C'est ça. Parce que cette émotion ou ces émotions, elles sont là. Elles doivent sortir, comme tu disais, elles doivent prendre le temps de sortir, mais on peut les aider quelque part un peu à sortir, en couchant les choses sur papier. Voilà, c'est ça. En fait, souvent, c'est plus aidant que de se dire, j'essaye de me distraire, j'essaye de pas y penser. Maintenant, si vous vivez cette situation et vous arrivez à vous distraire, c'est très bien. J'ai envie de dire, tant mieux. Mais peut-être prendre des moments pour traverser quand même cette douleur, cette tristesse. Et donc, effectivement, tu as raison. Évidemment, ça ne va pas être envoyé, c'est pas l'idée, parce que l'idée, c'est que ça puisse être écrit sans aucune censure. Et donc, personne d'autre que vous n'aura connaissance de ce contenu. Et par ailleurs, vous n'allez pas le relire non plus. Parce que l'idée, c'est que ça sorte et que ça ne réentre pas. Souvent, je dis, c'est comme quand on digère pas et que, on sent qu'on a un aliment qui est calé, etc. On est mal. Et en fait, ce qui soulage, souvent, c'est de vomir, mais on ne va pas remanger ça. Donc, en fait, on va... alors, l'image, en général, est assez écœurante pour qu'on s'en rappelle, mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de pouvoir coucher sur le papier, écrire, vider tout ce que vous ressentez. Et ça, moi, je conseille au départ, parce qu'en général, quand ça nous arrive, on y pense tout le temps, c'est un peu non-stop, de se prendre au moins 1 fois par jour un moment où on écrit une lettre qui peut être de 10 lignes ou de 10 pages, et où on met tout ce qu'on a sur le cœur à ce moment-là, qu'on laisse les larmes sortir, on écrit de manière énervée sur le papier, et donc c'est vraiment important de pouvoir s'autoriser à sortir toutes ces émotions qui ont tellement
leur sens dans une situation comme ça, parce qu'évidemment, c'est juste horrible, et donc c'est tout à fait légitime. Et donc, c'est important de pouvoir reconnaître ces émotions-là, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire j'ai pas envie d'y penser, je veux pas être triste, etc. Alors, si on arrive à se dire je veux pas être triste et elle peut être triste, c'est très bien. C'est juste que souvent, ça marche pas très bien, malheureusement, et que donc ça revient, si j'arrive à pas y penser la journée, parce que je sors avec des amis, je fais des trucs, etc., le soir, je me retrouve quand même seule dans mon lit. Et là, ça revient. Et donc, à ce moment-là, on peut prendre le papier, le bic près de sa table de nuit et écrire. Donc, alors, se distraire, tu disais, effectivement, ça peut fonctionner. Et puis, parfois, se distraire, ça peut fonctionner, mais un temps seulement. Et donc, on peut, quelque part, utiliser cette distraction comme une échappatoire pour ne pas penser. Et donc, à la fois, pour certaines personnes, c'est sans doute très aidant, et tant mieux. Et à la fois, pour certaines personnes, ça peut être pire que mieux, j'ai envie de dire, dans certains cas, si en fait on va trop loin dans la fuite, la non-possibilité de se laisser exprimer les sentiments et ce qu'on vit vraiment. Il faut voir vraiment au cas par cas, mais il y a tout à fait un risque, comme tu dis. Alors, je pense à plusieurs manières d'aller trop loin. Il y a aller trop loin et certaines personnes vont se saouler tous les soirs. Mais du coup, commencer à avoir une image d'elle négative, voir leur estime d'elle-même baisser, ne plus être bon au boulot non plus, et éventuellement avoir des problèmes. Et donc, effectivement, il ne faut pas que la manière de se distraire soit destructrice quelque part. Puisqu'on prend déjà un coup aussi dans la confiance en soi. Si en plus on ajoute à ça une autodestruction, bien évidemment, ça va pas du tout être aidant à moyen long terme. À court terme, c'est sûr que boire des verres, ça peut aider à oublier. Maintenant, ça n'empêche pas que, pourquoi pas, de le faire un soir, d'être avec des potes qui nous entourent bien, faire la fête, essayer de penser à autre chose, se faire quelqu'un d'autre pour essayer. Pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, la douleur risque de devoir quand même être traversée. Et tu disais, il y a plusieurs formes d'excès. Donc, il y a l'excès si, effectivement, on surconsomme. Il y a l'excès aussi si on surremplit son agenda. Finalement, en fait, on se laisse même plus la possibilité de penser. Souvent, à ce moment-là, c'est ça que je pensais, dans l'excès, sans qu'il y ait un excès où on se nuit vraiment, on peut se retrouver à soit se remplir son agenda, soit avoir des grosses deadlines au boulot, et donc devoir faire des choses bien en pleine période d'examen et se dire tant pis, je me concentre à fond, je suis à fond dedans. Mais souvent, du coup, c'est juste postposer le moment où on va déblayer le tsunami, enfin les dégâts, et c'est un peu postposer les choses, mais pourquoi pas? Donc ça, moi, je pense à un patient que j'ai eu, qui est venu effectivement en disant voilà, je devais terminer mon mémoire, je devais faire ceci, ça, et donc j'ai tout fait, et maintenant je m'effondre. Parce que parfois il y a une adrénaline qui fait que pour d'autres choses, voilà, et donc on tient bon, et c'est pourquoi pas en fait. La seule chose, c'est que c'est un peu illusoire de croire qu'on va faire l'économie de la peine quelque part, ou l'économie de la colère, et du moment où les émotions auront besoin de sortir. Maintenant, de nouveau, je ne veux pas généraliser, et certaines personnes vont pouvoir effectivement passer au-dessus grâce à un surinvestissement dans le boulot, etc. Et finalement, se dire, en fait, maintenant, je me rends compte, ma période de rush au boulot est passée, et ça va, quoi. Quand je pense à elle ou quand je pense à lui, je me dis, ok, ça a le coup et tout ça, mais ça va. Donc, ça peut fonctionner quand même. Mais effectivement, souvent, ça rattrape quand même, et il y a un moment où c'est important de pouvoir nettoyer les choses. Et puis, bien évidemment, après, ça va être plus de se tourner vers l'avenir et de pouvoir refonctionner sans être... Alors, on n'a pas évoqué, j'ai me dit encore un scénario, enfin ça me vient... Il y a le scénario où après, je me reconstruis, et donc voilà, je vais revoir des gens, voilà... J'ai envie de dire, c'est pas un scénario qui pose trop de problèmes, mais il y a aussi le scénario où je veux récupérer la personne qui m'a lâché, parce que c'est tellement soudain, que c'est tellement inimaginable quelque part, il faut que je la récupère absolument, etc. Et je m'accroche. Et soit je m'accroche et ça fonctionne, de nouveau, j'ai envie de dire, alors il n'y a rien à tirer spécialement de ce podcast, parce que si ça marche, mais je pense que c'est important de repérer si ça ne marche pas, évidemment, et que du coup, en m'accrochant, je me prends chaque fois des nouveaux coups, parce qu'en fait, l'autre commence à ne plus répondre à un même message, voire à m'injurier, voire à me dire, fiche-moi la paix, lâche-moi, déjà, je me suis pourri la vie pendant 2 ans avec toi, enfin voilà, ça peut être, on peut aller chercher une violence, en fait, sans le vouloir. Parce qu'en s'accrochant, on peut faire violence à l'autre, en fait, sans le vouloir aussi. Puis finalement, on est toujours sans cesse confronté à cette rupture, à ce rappel de c'est fini. Quoi. La grosse claque qu'on a pris au début, j'ai envie de dire, on va en rechercher des petites qui continuent à faire mal sur la même blessure. Quoi. Et donc, ça creuse la plaie.
Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important. C'est de se dire, voilà, effectivement, à un moment donné, et c'est difficile, et c'est une des différences, évidemment, avec le deuil, avec un décès, qui peut aussi être soudain, c'est que ici, on dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, quelque part, voilà, je peux me dire, j'espère quand même récupérer la personne. Et donc là, je pense que c'est vraiment important de se dire, comment est-ce que je peux faire pour, au contraire, me recentrer sur moi, même si je garde l'idée de peut-être le récupérer un jour. Si j'ai des rejets de sa part, c'est certainement pas en m'accrochant que je vais récupérer. Au contraire, je vais plus la perdre ou le perdre, parce que plus je m'accroche, plus l'autre va me rejeter et me trouver saoulant, pénible, etc. Et donc, à ce moment-là, il va falloir réfléchir à une autre manière de faire, et qui va être probablement plus de se recentrer sur soi-même, se dire comment est-ce que je reprends soin de moi, avec peut-être encore en gardant l'espoir, parce que je dis souvent, l'espoir, ça ne se coupe pas comme ça. Il ne suffit pas de se dire, j'ai aucune chance. Ça, évidemment, ça ne fonctionne pas, parce que c'est une petite voix à l'intérieur de nous qui est à la fois bonne et mauvaise, puisqu'elle nous aide. C'est avec l'espoir qu'on construit des choses aussi, mais voilà, parfois, elle construit aussi une déception derrière. Et donc, ça va être important de pouvoir se recentrer cette énergie de reconquête de l'autre sur soi-même, finalement, de se faire plaisir, de prendre soin de soi, en se disant, voilà, peut-être, à un moment donné, l'autre va revenir vers moi et je serai quelqu'un de désirable, finalement, parce que si je suis juste en train de pleurer, de supplier, de me traîner à ses genoux... c'est pas la meilleure image de soi. Non, en fait, c'est ça, c'est dur, mais voilà, c'est pas... Et donc, en me détachant, en reprenant de la force, je peux peut-être être quelqu'un à reconquérir. Par l'ex ou par quelqu'un d'autre. Oui, et c'est sûr que c'est pas comme ça que l'ex va revenir. Je suis pas en train de donner, et ça je tiens à souligner des trucs pour faire revenir l'ex, mais en tout cas, en prenant soin de moi, en fait, j'ai tout à gagner, parce que moi, je vais probablement progressivement aller mieux, et peut-être, s'il y a une chance, en tout cas, qu'il revienne, ce sera la meilleure, probablement, manière de le faire revenir. Maintenant, c'est pas gagné, et donc il vaut mieux plutôt parier sur moi-même que sur l'autre. Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matins dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.